Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous, meilleurs vœux. Bonjour. C'est bien, on a une vision globale des salons du premier arrondissement. On pourra faire une étude qui a la meilleure déco. On peut faire des concours. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je pense que la plupart des personnes ont pu entrer dans ce salon de discussion virtuelle. Donc, pour cette réunion publique en ligne, pour cette première réunion publique en ligne de l'année. Donc, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette année 2021 qui commence difficilement pour tout le monde. J'espère qu'on pourra avoir l'occasion de se rencontrer physiquement dans des espaces plus conviviaux que ces espaces en ligne. Mais ces outils nous permettent quand même de maintenir le lien et maintenir des échanges. Donc, vraiment, je vous remercie d'être présents et présente aujourd'hui. J'en profite d'emblée pour vous inviter également aux vœux de la mairie du Premier qui auront lieu jeudi, également en visio. J'espère que ce seront aussi des moments conviviaux où on vous proposera un propos de la part des élus du Premier, mais également un concert. Donc pour essayer d'amener aussi un peu de joie dans les foyers, dans cette période où on est quand même toutes et tous privés des activités culturelles. Ce soir, on se réunit pour la réunion d'information sur le parking cour général Giraud. Donc, je ne vois pas très bien qui est arrivé en ligne. Mais donc, vous allez avoir de la part de Émilie Serrault, qui est chargée de mission à la mairie du Premier, un petit PowerPoint, des diapos voilà, qui vous présentent les différentes étapes de cette réunion. Donc, je ne sais pas, Émilie, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez diffuser le partage d'écran? Ah, voilà. Super. Donc, avec en plus des belles images. Voilà. Donc, vous allez le voir, je vais vous passer la parole. Hein, il y aura trois grands moments. Un moment où on va parler du relogement des personnes qui occupaient le campement. Donc, on pourra faire un point sur leur situation. On parlera et puis avec un temps d'échange, hein, bien sûr. On parlera de la neutralisation du stationnement le long du jardin et ensuite des perspectives pour le lieu. Voilà, on a été rejoint, je n'ai pas vu encore, par Sandrine Runel, qui est donc adjointe à la ville de Lyon en charge des affaires sociales et qui va pouvoir nous expliquer la situation des personnes. Mais je passe la parole à Émilie Serrault pour nous présenter les différentes étapes de la réunion. Ah, ça ne marche pas. Émilie, on ne vous entend pas? Ah, Émilie n'a pas de son. Émilie, alors sinon, Jean-Christian Morin, peut-être? Écoute, est-ce que le son fonctionne de mon côté? Oui.
D'accord. Voilà, ce qu'on vous propose ce soir, c'est effectivement une discussion en 3 parties. Une première pour expliquer l'opération de relogement, donc qui va concerner les habitants qui étaient présents sur ce parking, et pour certains depuis de nombreuses années. Donc pour expliquer le pourquoi de ce relogement et quelles a été la destination et l'accompagnement. Donc ça, c'est une partie qui va vous être présentée par Madame la maire et Madame l'adjointe au maire de Lyon, Sandrine Runel, si elle a pu se joindre à nous. Je sais qu'elle avait d'autres réunions juste avant. Ensuite, nous vous présenterons en deuxième partie le mode opératoire, le pourquoi du comment le parking est aujourd'hui dans cette situation et expliquer quelles ont été les contraintes qui y ont affairé. Ensuite, en dernière partie, nous aurons la discussion sur le futur de ce parking. On sait que c'est un parking qui n'a pas été refait depuis de nombreuses années. On pense que c'est l'occasion de se poser les bonnes questions. Donc voilà les 3 parties essentielles qu'on va vous proposer ce soir. Et on va commencer donc par l'opération de relogement. Donc expliquer le pourquoi, le comment, le où et l'accompagnement et le but de ce relogement des familles roms qui habitaient sur ce parking, donc pour certaines depuis plusieurs années. En l'absence de Madame l'adjointe au maire, Madame la maire du premier, si vous voulez bien prendre la parole. Oui, puis donc quand Sandrine Runel nous rejoindra, elle pourra compléter. On avait une situation d'habitat indigne sur ce parking avec des familles qui vivaient dans des voitures qui étaient des habitats refuges, des familles dont certaines avaient des enfants d'âges différents, hein, certains de jeunes enfants, d'autres d'enfants d'une dizaine d'années. Donc qui vivaient là, donc plusieurs familles qui vivaient là depuis un certain temps. Donc le campement est identifié depuis 2007, donc ça fait 13 ans. Ça faisait 13 ans au moment où on a décidé de cette opération de relogement, sachant que ce n'est pas la première opération de relogement. Il y a eu plusieurs relogements effectués de personnes campant sur ce lieu. Et ce ne sont pas toujours les mêmes personnes qui reviennent. C'est un lieu qui est identifié comme un lieu utilisé par des personnes précaires, principalement des personnes roms de Roumanie, mais pas exclusivement. Mais les personnes qui s'y trouvaient en décembre étaient toutes des personnes roumaines, de nationalité roumaine, donc ressortissants européens. Et qui connaissaient les services sociaux, avec qui il y avait un lien pour obtenir de l'aide sur différentes problématiques d'accès aux soins, notamment un travail auprès des familles pour la scolarisation des enfants, qui a été très compliqué après le Covid. Et qui avaient, certains avaient pu déjà faire bénéficier d'hébergements hivernal temporaires. Donc nous, ce qu'on a demandé en travaillant avec l'adjointe Sandrine Runel, c'est qu'on travaille à des solutions de relogement pérennes pour ces familles, hein, qu'elles ne soient pas uniquement dans des dispositifs d'hébergement hivernal temporaire, mais que on puisse leur assurer ensuite une vraie solution digne pour qu'elles aient un chez-soi, un chez elles, et qu'elles puissent donc s'insérer socialement, favoriser aussi la scolarisation des enfants. Qui, comme je vous l'ai dit, a été rendu encore plus difficile après le Covid. Et donc, pour cela, on s'est mis en relation avec une association qui, je crois, est présente. On les a invités à la réunion, mais je n'ai pas réussi à voir dans la liste si l'Alpil était bien présente. Donc, je laisserai la parole ensuite s'ils peuvent se manifester. L'Alpil, c'est une association qui est présente sur le territoire du 1er arrondissement, qui est très identifiée à la fois au niveau de la ville de Lyon, de la métropole, mais aussi au niveau national comme spécialiste du droit au logement, de l'accès au logement, et qui a une bonne expérience de l'accompagnement des personnes
en situation de précarité vers un relogement pérenne. Et donc, on les a sollicités pour qu'elles nous aident. Et ce sont des partenaires agréés de la métropole pour faire ce travail. Donc, une fois que les personnes sont dans un dispositif temporaire, aller vers un hébergement pérenne. Donc, l'opération de relogement qui a eu lieu en décembre a eu lieu avec le CCAS et avec les services de l'État d'hébergement hivernal, en accord avec les familles, pour leur proposer d'aller vers un dispositif temporaire qui aura un débouché pérenne lorsqu'on aura pu travailler avec elles sur quel type de logement est adéquat et pertinent pour ces familles, aussi en fonction de leur capacité à assurer un loyer si elles peuvent travailler, etc. Donc voilà sur le volet social. Ces familles sont actuellement dans un hôtel social de ce dispositif hivernal et avec un travail avec des associations qui se met en place pour une solution pérenne afin de répondre de façon durable à la problématique sociale. On n'a pas cherché à déplacer le problème, on cherche vraiment à répondre à cette problématique sociale de façon pérenne, sachant qu'on avait aussi un problème d'utilisation de voitures par des marchands de sommeil pour y loger des personnes contre rémunération. Et donc, on cherche à éviter la réinstallation sur le parking de ces voitures pour éviter tout risque de réinstallation d'un campement et d'habitat insalubre sur le parking. Donc voilà sur ce premier volet. Je ne sais pas si vous avez des questions et si l'Alpil est présente dans la discussion pour éventuellement intervenir. Oui, bonsoir, Nathalie Nashberg, j'habite rue Rivet. Je voulais juste savoir pourquoi il a fallu 13 ans pour arriver enfin à trouver une solution qui visiblement satisfait les principaux intéressés. Alors, c'est assez compliqué. Il y a eu déjà des opérations de relogement, comme je l'ai dit. Donc, déjà, un certain nombre de familles, en fait, utilisaient le lieu tout en étant en hôtel social. Il faut savoir que en hôtel, donc certaines des familles, notamment celles avec des jeunes enfants, avaient déjà été relogées par la métropole, notamment au moment du premier confinement. Dans le contexte de crise sanitaire, mais continuer à venir sur le parking, notamment pour cuisiner, parce qu'elles n'avaient pas de lieu de cuisine en hôtel social, et le lieu servait également d'espace de sociabilité qui n'est pas toujours présent dans les hébergements d'urgence. Et donc, c'est pour ça que j'insiste sur le besoin d'avoir une solution de logement pérenne. Un hébergement d'urgence, c'est un lieu qu'on ne peut pas forcément s'approprier comme lieu de vie. C'est un lieu où vous n'avez pas toujours la possibilité de cuisiner, ce qui est vraiment quelque chose de très important pour les familles. Et ça peut paraître difficile à comprendre pour certaines personnes, mais certaines familles préfèrent vivre dans des voitures en ayant la possibilité d'avoir leurs affaires et de cuisiner, etc., plutôt qu'être dans des hébergements d'urgence qui sont parfois très contraints au niveau des horaires et dans lesquels ils ont une petite chambre sans aucun espace pour cuisiner, avec simplement des tickets repas pour aller parfois à l'autre bout de la ville dans des restaurants sociaux. Ça, c'est compliqué à gérer c'est pas facile pour les familles de se faire à ce mode de vie contraint qui est lié aux différents dispositifs d'aide pour les personnes précaires. Donc voilà, un premier élément de réponse. Et un deuxième élément de réponse, c'est aussi que
pendant longtemps, les occupations de ce parking étaient saisonnières, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'occupation en continu. L'occupation en continu est un peu plus récente, elle date d'il y a quelques années, mais pas de 13 ans. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, juste pour information, il y a la personne de l'Alpil qui me demande le lien, donc je vais essayer de l'intégrer dans le lien Zoom là, dans les prochaines minutes. Est-ce qu'on a une information d'un accord ou en tout cas une vision positive de la solution par les familles en question? Alors, les familles n'ont pas du tout été contraintes de quitter les lieux, donc ça s'est fait totalement avec leur accord, avec un travail formidable qui a été réalisé par une travailleuse sociale du CCAS. Alors, plusieurs personnes sont impliquées, hein, les travailleurs sociaux de la Maison des Solidarités, la Maison de la Métropole et des Solidarités, qui est donc rue Néré, connaissent bien les familles, sont très présentes pour les accompagner. Et il y a une travailleuse sociale du CCAS qui est affectée spécifiquement au travail auprès des personnes en squat, campement et bidonville. Et cette travailleuse sociale, que j'ai invitée à venir à cette réunion ce soir, mais elle n'était pas disponible malheureusement, elle est allée voir les familles régulièrement. Donc, elle allait voir les familles de toute façon régulièrement sur le site. Et elle est allée les voir très fréquemment avant l'opération de relogement pour leur expliquer comment ça allait se passer, leur donner les adresses leur donner l'adresse du lieu de relogement, leur expliquer ensuite les perspectives et donc les convaincre d'y aller. Donc ça s'est fait avec l'accord des familles. Didier Lab du conseil de quartier Ouest des Pentes. Bon, d'abord, je voulais féliciter votre équipe pour le règlement de ce problème qui apparemment s'est réglé à la satisfaction des utilisateurs, enfin de ces familles. Il est vrai qu'on avait été nombreux au conseil de quartier à réagir, surtout sur des questions de dignité. On voit, pour ceux qui habitent le quartier, on voyait régulièrement ces gens vont vivre dans des conditions très précaires et je trouvais que ce n'était pas digne d'un État comme le nôtre. Donc, encore une fois, merci. Par contre, mais peut-être que vous allez y venir plus tard, est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait de nouvelles installations? Puisque si j'ai bien compris, c'est pour le moment une solution non pas précaire, mais transitoire. Donc, est-ce que si vous n'arrivez pas à trouver une solution définitive, on ne risque pas d'avoir à nouveau des personnes sur le parking? Merci. Oui, c'est tout à fait un risque, hein, puisque c'est un lieu qui est identifié comme un lieu, voilà, depuis de nombreuses années, comme un lieu d'installation possible pour des personnes en situation de grande précarité, et par ailleurs aussi pour des personnes qui exploitent cette situation de grande précarité, avec, comme je vous l'ai dit, des pratiques de marchands de sommeil. Donc, c'est tout à fait une question et un point de vigilance sur lequel on travaille avec les services à la fois du CCAS qui continuent à passer sur le site pour le voir, mais surtout avec les services de la police municipale, hein, qui passent régulièrement pour voir la situation sur le parking Cours Général Giraud. Et Jean-Christian Morin, peut-être, peut vous donner des indications. C'est pour ça qu'on a engagé tout un travail sur la neutralisation des places le long du jardin. Oui, tout à fait. Je peux continuer effectivement sur ce sujet, sachant que ça nous ferait transitionner vers la deuxième partie qu'on proposait, qui était le pourquoi et le comment de l'opération de relogement et l'impact sur le parking. Est-ce qu'il y a peut-être avant d'autres questions sur l'aspect social du relogement, sur les familles qui ont été relogées, avant de basculer sur cette deuxième partie? Non, en complément, Patrice Rétry, donc je suis au deux rue Prunelle. Bon, évidemment, on peut regretter le délai, mais je sais que c'est compliqué et c'est très bien
il y a une mobilisation technique et politique de l'État et de la métropole sur ces sujets. Voilà, ce qu'on peut constater, c'est qu'on avait... J'ai perdu le son. Allô? Oui, on a perdu la personne qui est en train de nous parler. On lui redonnera la parole quand elle reviendra. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions sur cet aspect social avant qu'on passe à l'aspect organisation? L'Alpil a pu nous rejoindre ou... Alors, oui, je peux leur envoyer oui. Ah, très bien. Je viens d'y arriver. Excusez-moi. Voilà, on expliquait donc qu'on avait choisi de travailler pour avoir en direction de solutions pérennes pour les familles. Donc, c'est pour ça qu'on vous avait sollicité, hein, pour ne pas faire une opération de relogement temporaire uniquement sur un dispositif hivernal qui prendrait fin ensuite et qui amènerait à reproduire le problème, mais au contraire, travailler avec vous pour un accompagnement des familles. Donc, si jamais vous souhaitez dire quelques mots sur ce que vous pourrez faire avec elles, peut-être aussi l'expérience que vous avez. Oui, bien sûr. J'ai entendu vos échanges précédents, donc je sais où vous en êtes à peu près. Oui, voilà, il y a eu plusieurs choses, mais disons que j'ai entendu une première réflexion sur le fait que pourquoi ça a mis aussi longtemps avant éventuellement de penser à un projet de ce type-là. Actuellement, c'est vrai que les familles sont hébergées dans une structure d'hébergement, donc dans le cadre du plan froid, donc qui prendra forcément fin à un moment. Nous, on commence à rencontrer les familles justement pour élaborer avec eux un relogement qui sera plus pérenne. Et on n'en a pas parlé encore, mais c'est dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle Logement d'abord. Donc, ça signifie qu'en sortie des places de plan froid, les familles devraient pouvoir rentrer dans des appartements, c'est-à-dire pour un ménage et pas des structures collectives. Et puis, par le biais justement de logements mis à disposition par le biais du patrimoine de la métropole. Nous, on va avoir un gros travail de diagnostic social dans un premier temps en amont avec les familles pour repérer un petit peu leurs besoins d'aujourd'hui et puis aussi repérer avec eux ce qui n'a pas marché auparavant dans les tentatives d'hébergement et de relogement. Comme disait Madame Boiga, c'était des personnes aussi qui étaient, c'est vrai, qui sont attachées au lieu pour des raisons diverses. On a parlé de la possibilité de se faire à manger, etc. Il y a aussi le fait parfois d'avoir plusieurs familles vivant au même endroit qui ont du mal à se séparer après en allant sur des structures différentes. Et puis aussi, parfois, alors même si c'est délicat au Chartreux, mais ça peut être la scolarité des enfants, des choses comme ça qui font que l'éloignement peut être compliqué. Et puis, c'est des personnes qui sont aussi rompues un peu aux services sociaux et puis qui peuvent parfois savoir que les solutions d'hébergement sont très temporaires et donc ils vont préférer garder entre guillemets leur place à cet endroit-là où ils connaissent un peu comment ça se passe pour eux plutôt que de se retrouver dans un endroit où quelques semaines ou quelques mois plus tard, ils vont devoir en sortir sans savoir s'ils vont pouvoir récupérer un peu la place qu'ils occupent habituellement. Donc voilà, nous, on va attaquer cette semaine ce travail-là de rencontre avec ces familles sur les structures d'hébergement où elles sont actuellement. Et puis pour ensuite adapter un petit peu le dispositif que nous, on a à leur proposer, à leurs difficultés, à leurs capacités et à ce qu'ils souhaitent réellement aujourd'hui. Juste un point de contexte, le logement d'abord, c'est un programme qui est un programme du gouvernement, enfin, qui a été mis en place sous le gouvernement précédent même, et qui part du constat de l'inefficacité d'avoir simplement de l'hébergement d'urgence parce qu'on bloque les personnes précaires dans des dispositifs d'urgence temporaires sans leur permettre d'avoir un vrai logement qui est la condition pour ensuite avoir une insertion socio-professionnelle, sociale et professionnelle, et y compris des soins de santé, y compris une scolarisation, etc., qui soit convenable. Et donc, c'est vraiment un travail important pour lequel il y a des financements
de l'État, de la métropole. Et c'est pour ça qu'on souhaite s'engager dans cette voie-là. Ouais, disons que c'est un vrai principe d'accompagnement, c'est-à-dire de partir de l'idée que ces personnes peuvent... On va partir d'un lieu, d'un logement, pour pouvoir ensuite construire avec eux un accompagnement social très adapté. Alors, il y a des personnes qui sont plus ou moins éloignées de l'emploi, plus ou moins éloignées aussi de l'ouverture de droits sociaux, du droit commun, etc. Et on part du principe que accéder à un logement va permettre de pouvoir travailler ça de façon beaucoup plus tranquille et beaucoup plus adaptée à la situation familiale. C'est un peu l'idée. Voilà. Et alors, en revanche, pour maintenir les personnes à proximité dans l'arrondissement, la condition, c'est qu'on puisse avoir du logement disponible sur l'arrondissement. Vous savez qu'on est en tension sur le logement social. On n'a pas de logements sociaux disponibles actuellement. En revanche, le logement d'abord, ça peut fonctionner également avec des logements privés que les particuliers acceptent de mettre en convention, enfin, en location auprès de l'association qui, elle, se porte garante pour un loyer. Alors, forcément, il faut que ce soit un loyer modéré. Mais je profite de cette réunion publique pour vous informer de ce dispositif. C'est un dispositif qui s'appelle Louer solidaire et qui permet aux particuliers qui auraient un appartement à louer de le mettre à louer sur un dispositif solidaire qui permet donc de s'assurer que les personnes puissent avoir accès aussi parmi nous à ces hébergements, à ces logements, pardon, et qu'ils ne soient pas contraints de quitter le quartier ou de quitter la ville, puisque pour mettre en œuvre ces dispositifs-là, on est bien sûr tributaire des lieux où on peut assurer l'hébergement. Ouais, tout en précisant aussi qu'une fois que ces familles entrent dans des logements comme ça, nous, on assure aussi un accompagnement quand même qui est assez conséquent derrière, que ce soit dans l'accès aux droits, mais comme aussi dans l'accompagnement social, alors pas quotidiennement, mais en tout cas avec une grosse présence de la part des professionnels de l'APIL et puis des travailleurs sociaux de secteur quand les familles ont des assistantes sociales aussi en maison de la métropole et aussi avec le travail du CCAS. Donc, une fois que les familles sont relogées, le travail, j'allais dire, est loin d'être fini, il continue bien au-delà. Alors, Sandrine Runel, qui est adjointe à la ville de Lyon, nous a rejoint. Donc, je lui laisse la parole. Ah. J'ai l'impression que ça ne marche pas. Je ne la vois pas dans la liste des participants pour le moment. Ok, il doit y avoir un problème de connexion puisqu'elle m'a indiqué par texto qu'elle souhaitait intervenir. Je vous propose qu'on essaye de résoudre ce problème de connexion et qu'on revienne ensuite sur les questions, sur son intervention à elle. Et on peut passer, comme l'heure avance, on peut passer au deuxième point. Excusez-moi, pardon, juste sur le sujet qu'on vient de terminer, Simon Binet du Rue Rivet. Sur les actions qui ont été menées par rapport aux gens qui logeaient sur le parking, félicitations, effectivement, c'est des gros travaux et vous avez fait un bon boulot dans le calme, on l'a vu. Par contre, il serait peut-être opportun de communiquer une adresse mail ou un téléphone par rapport aux réinstallations qu'on voit et notamment des véhicules qu'on repère, puisque ce sont des marchands de sommeil. Je pense qu'il faut qu'on se mobilise pour que dès qu'il y a un véhicule qui apparaît et qu'on reconnaît, on le signale à quelqu'un pour que ce soit fait assez rapidement parce qu'on a déjà vu des gens se réinstaller. Et du coup, après, c'est la police qui intervient. Et donc, si on peut vous aider là-dessus, je pense qu'une adresse mail ou un numéro de téléphone, ce serait une bonne loi pour juste vous signaler ce qui se passe quand on le voit et au moment où on le voit, puisque je pense que pour la plupart d'entre nous, on est souvent dans le quartier.
Je ne sais pas si vous pouvez proposer quelque chose à la mairie ou à l'association ou quelque chose de simple, hein, c'est une adresse mail. Hein. Oui, à la mairie, tout à fait, oui. Oui. Okay. Envoyé à l'adresse de la mairie, tout à fait. À l'adresse de la mairie, entendu. Merci beaucoup. Voilà. Et on avait aussi… On a eu l'information hein, concernant le véhicule dont vous parlez. On avait Patrice, alors je n'ai pas votre nom de famille, qui avait commencé une intervention, qui avait été coupée et qui est revenu visiblement. Patrice, est-ce que vous voulez… Oui, je vous remercie et je m'excuse, je suis dans le train, donc il se peut que je sois recoupé. On évoquait, c'est toujours le même sujet, mais c'était pour témoigner en complément des participants. Le délai, on peut le regretter, mais c'est vrai que c'est des sujets très compliqués. Et c'est très bien qu'on puisse constater une mobilisation et technique et politique de l'État et de la métropole sur le sujet, sachant que très récemment, ce qui me choquait personnellement, c'est quand même qu'on était dans un contexte sanitaire très particulier et qu'on a sur le site des enfants en bas âge dans des conditions quand même très précaires. Voilà. Donc, pour avoir arrêté ces situations, c'est très bien. Et on va renforcer effectivement le message de vigilance et de continuité du travail derrière. Je vois Sandrine Runel dans la liste des participants. Sandrine, est-ce que votre micro fonctionne à notre présence? Oui, bonjour, excusez-moi du retard. Je peux effectivement vous dire peut-être quelques mots. Je ne sais pas ce qui a déjà été dit. J'ai expliqué en gros l'opération de relogement. L'Alpil a donné quelques mots sur les perspectives ensuite. Voilà. Je te laisse la parole sur. Oui. Juste peut-être effectivement quelques mots. Donc, Sandrine Runel, je suis adjointe au maire de Lyon, donc en charge des solidarités, de l'inclusion sociale et vice-présidente du CCAS. Effectivement, l'objectif pour la mairie de Lyon et la mairie du 1er arrondissement, bien sûr, était de mettre fin à ce bidonville qui était en place depuis plus de 10 ans. Donc, c'était une forte volonté de notre part de pouvoir trouver des solutions adaptées de relogement pour l'ensemble des familles qui étaient installées. Parce que j'entendais en me connectant certains qui parlaient d'enfants qui dormaient dans des voitures et c'était pour nous insupportable de se dire qu'on allait laisser des enfants dormir dans des voitures cet hiver. Donc, les solutions de relogement, elles ont été vraiment travaillées avec les familles qui étaient sur place. Ce qui comptait vraiment, c'est qu'ils puissent rester sur Lyon. C'était vraiment un souhait aussi de leur part. Donc, je pense que l'Alpil a dû en parler, mais on est sur un dispositif en 2 temps. D'abord, une première solution de mise à l'abri, donc qui s'est fait tout de suite. Donc, dans la structure hôtel social Ribou, là, les familles sont hébergées dans le cadre de l'urgence. L'objectif derrière est de pouvoir travailler ensuite sur un diagnostic un peu plus étoffé, leur proposer une solution qui soit ou dans du logement autonome ou dans du logement accompagné. Ce sera des professionnels, des travailleurs sociaux qui pourront le déterminer. Sur la question des nouvelles voitures et notamment d'une voiture où monsieur dort tout seul, elle a bien été identifiée. Nous connaissons, nous sommes sur cette situation-là. Donc, je pense qu'effectivement, s'il y a des signalements à faire, ça peut passer par la mairie du 1er. Et ensuite, derrière, ils nous feront part directement au CCAS des véhicules qui pourraient revenir s'installer. Mais là, nous sommes sur justement cette situation-là. Notre volonté est vraiment de ne laisser personne se réinstaller sur ces places de stationnement et de ne pas laisser en fait des personnes dormir dans leur voiture et dans des situations de grande précarité. Donc, nous serons très vigilants. Si les riverains peuvent contribuer aussi à nous signaler, enfin voilà, toute opération de retour, ça nous facilitera aussi les choses, sachant que la maraude du CCAS est très mobilisée ainsi que la police municipale. Voilà. Donc, il y a quand même de la présence de la ville assez régulière qui nous permettent de pouvoir aussi à la fois identifier des personnes qui reviendraient s'installer ou en tout cas des voitures qui permettraient voilà, occuper des places sur du long terme. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. En tout cas, je me tiens à votre disposition pour y répondre.
Merci beaucoup. Et aussi, je voulais signaler par rapport aux questions qui se posaient sur pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait avant, etc. C'est que aussi, là, dans ce contexte-là, on travaille très bien ensemble, la mairie du 1er, la ville de Lyon et la métropole. Et en fait, ces 3 niveaux sont nécessaires pour arriver à trouver des solutions durables pour les familles. C'est un sujet compliqué, vous l'avez vu, on a besoin de mobiliser des moyens d'accompagnement et de coordonner des politiques publiques. Et donc, vraiment, c'était important de pouvoir travailler ensemble. Et cette coopération, c'est très bien faite. Et je remercie Sandrine Runel et je remercie les services de la métropole qui nous ont permis de réussir cela. J'ai juste une question concernant les parkings qui sont gratuits du coup. C'est le 1er arrondissement et je crois le seul arrondissement où les parkings sont gratuits. On voit donc des Lyonnais d'autres arrondissements qui viennent s'installer. Du coup, c'est probablement aussi une des raisons pour lesquelles les vendeurs de sommeil viennent s'installer plus particulièrement dans le 1er arrondissement. Vous ne croyez pas? Alors, je vais prendre la réponse là-dessus si vous le permettez. Ça fait effectivement partie des raisons qui favorisent cette installation. Avec juste une petite correction, ce n'est pas le seul arrondissement qui comporte des places gratuites dans Lyon. On en a, par exemple, juste en correspondance de l'autre côté du boulevard de la Croix-Rousse, toute la partie ouest du 4e arrondissement est aussi en stationnement gratuit. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui favorise ces installations pour une raison assez indirecte. C'est qu'en fait, les parkings payants étant inspectés par les agents assermentés en charge de la verbalisation au moins une fois par jour, ce qui n'est pas forcément le cas des places évidemment non payantes. Donc les places payantes étant inspectées une fois par jour, voilà, ça permet d'avoir une vigilance beaucoup plus accrue et une réactivité beaucoup plus accrue sur les places payantes. Donc ça fait partie aussi des éléments, donc, la gratuité du parking auquel il va falloir réfléchir dans les mois à venir et certainement ça fera partie des choses qu'on évoquera en 3e partie de cette soirée, de cette discussion ce soir en tout cas. Mais voilà, ça va faire partie des choses effectivement à discuter. S'il n'y a plus d'autres questions sur la partie sociale, relogement… Je crois que Sandrine Runel voulait reprendre la parole. Oui, juste pour effectivement compléter ce que disait M. Morin là-dessus, effectivement, dans le 8e arrondissement, il y a aussi des stationnements en fait, qui sont gratuits. Ce que recherchent surtout les personnes qui installent, les familles, ce sont des lieux un petit peu isolés, au calme, où il y a très peu de passages, et c'est quand même vraiment le cas du parking des Chartreux, puisque les voitures y restent en général assez longtemps. Et dans le 8e arrondissement, sur le quartier de Mermoz, nous avons aussi la même situation, avec des caravanes installées. Et c'est vrai que le fait que le stationnement soit gratuit ne facilite pas pour les services de la ville une vigilance accrue. Donc là, c'est vrai qu'on demande à la police municipale de passer régulièrement sur les Chartreux ainsi qu'aux maraudes du CCS pour vérifier un petit peu aussi que des marchands de sommeil ne réinstallent pas des familles dans ces situations de grande précarité. Mais sur le 8e arrondissement, nous avons les mêmes situations. Donc, c'est vraiment cette question du stationnement gratuit pose en tout cas des questions sociales assez importantes sur ces installations. Merci beaucoup. Merci. Je vous propose de passer donc sur la 2e partie de cette discussion ce soir sur effectivement quel a été le déroulé des opérations et quel a été l'impact sur le parking. Donc la première opération a été effectivement d'aiguiller les familles et de les inviter effectivement à rejoindre les hébergements qui leur ont été attribués. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait en début de journée avec les aides, avec le pilotage du CCAS sur cette partie-là. Et à partir du moment où les familles avaient récupéré leurs affaires et avaient rejoint leur logement, leur hébergement, nous avons procédé à deux choses. La première a été l'évacuation des véhicules qui servaient de dortoir. Vous avez été mis en attente. Ne quittez pas.
Votre correspondant va vous reprendre. Alors, je ne sais pas si je suis le seul à entendre ce message. Oui, c'est bizarre, mais bon. Bon, d'accord. Visiblement, je continue à être entendu. Donc, évacuation des véhicules qui servaient de logement et qui a été fait en 2 phases. La première phase a été de procéder à l'évacuation de tous les véhicules qui servaient au logement le long du jardin. Pourquoi? Parce que l'immense majorité de ces véhicules étaient situés le long du jardin et donc avec des installations qu'on a tous pu voir qui permettaient je veux dire, d'améliorer l'installation. Donc ces véhicules-là ont été enlevés le jour même et 3 jours après ont été enlevés les véhicules qui servaient de dortoir qui étaient en épi. Ces enlèvements se sont faits sur la base d'un arrêté du maire qui interdisait le parking, l'ensemble du parking, en le séparant en 2 zones, donc le parking longitudinal et le parking en épi. Donc c'est sur la base de ces arrêtés que ces véhicules dortoirs ont été évacués. Comme on a pu l'expliquer auparavant, on a un souci, une vigilance de possible réinstallation de ces véhicules ou d'autres véhicules sur cette zone-là. Donc, c'est pourquoi nous avons pris en coordination avec les services de la métropole, mais également après discussion avec les services de la police municipale et de la police nationale et leur avis sur le sujet, nous avons décidé de neutraliser le parking longitudinal, donc le parking le long du jardin, qui était le plus propice à une occupation de type marchand de sommeil, de type hébergement dans les voitures. Donc ça a été la deuxième action. Et la troisième action qui est arrivée quasiment simultanément a été le nettoyage du parking, donc avec le démontage des quelques structures qui avaient été installées, avec un nettoyage, je veux dire, de A à Z, de haut en bas du parking, donc qui a été assuré par les services de nettoiement de la métropole. Ce qui a donc amené à avoir, au bout d'à peu près 1 semaine et demie, le parking dans la situation où vous la connaissez aujourd'hui, donc avec un parking qui reste autorisé en épi, qui a été neutralisé le long du jardin des Chartreux et un nettoyage de la zone qui a été fait de manière assez exhaustive par les services de la métropole. Donc voilà la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Donc on est toujours sous le coup de l'arrêté réglementant le stationnement qui a été pris par le maire de Lyon, qui nous a permis de procéder à l'évacuation des véhicules qui servaient à l'hébergement sauvage sur le parking et avec ces blocs béton que vous pouvez voir depuis l'entrée haute jusqu'à la sortie place Rouville sur la partie de stationnement réservée de stationnement longitudinal. Ça y est. Donc voilà pour cette présentation de l'enchaînement des actions. Est-ce que vous auriez des questions sur ces opérations? Oui, Nathalie Nashberg, Rivet. J'ai une autre question qui découle un peu directement de ce que vous venez d'évoquer. Vous avez réussi donc à identifier, à repérer et à faire enlever les voitures qui servaient à l'hébergement de ces familles. Quid des voitures que j'appelle moi ventouses, c'est-à-dire qui sont là depuis des semaines, voire des mois, qui bougent de temps en temps, qui visiblement n'appartiennent pas à des gens qui vivent dans le quartier, mais dont ces gens se servent puisque le stationnement est gratuit. Il n'y aurait pas un moyen de les repérer, ces voitures qui ne tournent pas, et de les faire enlever parce que voilà, quand on est riverain, comment on se gare, quoi. C'est vraiment un problème. Oui. Alors, je vais répondre à la première partie de votre question. Sur la ville de Lyon, pour le stationnement gratuit, les véhicules se doivent de bouger chaque semaine. Voilà, c'est une réglementation qui est prise dans
dans un arrêté du maire, un arrêté qui date, qui est assez ancien, je crois qu'il a plus d'une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, on interroge effectivement les services juridiques pour savoir si ce délai d'une semaine est bien raisonnable, parce qu'on se retrouve effectivement avec ce problème des véhicules ventouses qui ont le droit de stationner, hein, parce qu'effectivement, il n'y a pas en droit français, n'importe quel véhicule immatriculé a le droit de stationner sur la voie publique, là où c'est autorisé, pourvu qu'il respecte les règles. Et là, la règle, c'est effectivement une semaine. Donc, il y a des passages qui sont faits par la police municipale de manière assez régulière, et quand eux repèrent un véhicule qui manifestement ne bouge pas, ils doivent à ce moment-là faire un marquage sur les roues. De temps en temps, vous voyez des coups de peinture qui sont faits sur les roues, et passer une semaine plus tard pour vérifier si le véhicule a bougé ou pas. Si une semaine plus tard, le véhicule a bougé, en droit, on n'a pas le droit de procéder à cet enlèvement. Donc aujourd'hui, effectivement, la question est posée à savoir si on ne devrait pas réduire effectivement cette durée de 7 jours, sachant qu'on ne veut pas non plus pénaliser de manière indue des gens comme par exemple des étudiants ou des fonctionnaires qui viennent travailler à Lyon à la semaine et qui se verraient comme ça pénalisés parce qu'ils n'utilisent pas leur véhicule pour leur déplacement à l'intérieur de Lyon pendant la semaine, mais par contre, quand ils rentrent chez eux, effectivement, ils peuvent en avoir besoin. Donc, c'est quelque chose qui est étudié aujourd'hui, mais qui est pas, sur lequel il n'y a pas un automatisme là-dessus. C'est quelque chose qui peut être résolu, l'expérience, quand le stationnement passe en stationnement payant, parce que quand le stationnement passe en stationnement payant, que ce soit payant résident ou payant horaire, effectivement, il y a le besoin de venir régulièrement s'occuper de son véhicule là-dessus. Et comme il y a un coût qui est associé, les véhicules qui sont aussi par effet urbain, parce que c'est vrai que les places de parking gratuites sont quand même rares, de plus en plus rares en tout cas, dans Lyon intramuros. Donc les véhicules qui bénéficiaient de ce stationnement gratuit ont tendance à bouger ou à trouver d'autres solutions là-dessus. Donc voilà, j'ai peut-être été un petit peu long dans la réponse, mais aujourd'hui, pour un stationnement gratuit, tant que le véhicule bouge toutes les semaines, ne serait-ce que de quelques mètres, on n'a pas le droit, le droit n'est pas établi de l'enlever. D'accord. Et est-ce qu'on peut envisager alors une concertation publique des riverains, des habitants du premier, pour voir si éventuellement la majorité serait d'accord pour que le stationnement gratuit devienne payant? Alors, je vais répondre à cette question et aussi à la question d'Anne-Marie qui est posée sur le clavardage à droite. Le clavardage sur le zoom. Oui, ça fait partie des choses qu'on peut regarder. On n'entend rien. Ah. Excusez-nous, c'est vrai que c'est difficile. Est-ce que vous m'entendez mieux? Allô? Oui, on entend mieux, oui. Ok, alors je vais parler plus fort et plus près du micro. Oui. Donc, je vais répondre à la question et à la question également d'Anne-Marie qui est dans le clavardage. Oui, ça fait partie des choses qu'on peut regarder, qu'on se doit de regarder. Aujourd'hui, on a un problème de stationnement assez généralisé sur le premier arrondissement. Ça, c'est une nouvelle pour personne. Et on a beaucoup de chiffres qui nous disent qu'effectivement, le passage en stationnement payant avec un tarif résident pour les habitants du quartier est quelque chose qui va augmenter la disponibilité des places pour les habitants du quartier. Donc nous, c'est quelque chose qu'effectivement, c'est une discussion et une réflexion qu'on va soutenir et qu'on va proposer très rapidement aux habitants du quartier. Il y a une autre question qui a été posée dans le clavardage à droite qui demande pourquoi on n'a pas supprimé toutes les places du parking. C'est quelque chose qu'on a regardé, qui nous a été une question qui nous a été posée par des services de la métropole particulièrement qui ont l'habitude de résoudre ce genre de campement, qui ont attiré notre attention sur le risque
de réinstallation, hein, une fois l'évacuation et le relogement des occupants actuels qui sera fait, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui aujourd'hui vont dans cette place. Excuse-moi Jean-Christian, on ne t'entend pas très bien. Alors, je suis vraiment désolé, parce que en fait, on ne vous entend pas parce que la personne en 0622, elle laisse son micro ouvert, donc ça coupe systématiquement. Si tout le monde ferme son micro, ça se passera très bien. Alors, si effectivement tout le monde peut mettre son micro en... Est-ce que vous m'entendez maintenant? Allô, allô? Oui, oui. Oui, alors on va profiter de l'ouverture. Donc la question qui m'est posée, c'est pourquoi n'avons-nous pas supprimé l'ensemble des places du parking? Donc c'est quelque chose qui nous a été demandé par les services de la métropole qui se chargent plus particulièrement de ce genre d'occupation, en attirant notre attention sur le risque de réoccupation. Et on en a longuement discuté. Et il nous est apparu qu'on pourrait maîtriser la situation avec l'aide des passages du CCAS et de la police municipale pour effectivement essayer de détecter au plus vite une possible réinstallation et donc de ne supprimer qu'un tiers des places qui étaient présentes sur ce parking de manière à ne pas trop pénaliser les habitants du quartier, donc à ne pas supprimer 100% des places. Donc voilà la décision qui a été prise, mais qui réclame effectivement une mobilisation et une vigilance sur les risques de réinstallation. J'espère que vous Oui, Simon Binet, c'est très gentil de nous laisser quelques places quand même, parce qu'on a malheureusement encore besoin de mobilité en véhicule personnel. Donc effectivement, la suppression des places déjà le long de la barrière fait qu'il y a moins de places par conséquent, hein, mathématiquement. Donc effectivement, avant de supprimer toutes les places, concertez s'il vous plaît. Ouais. Voilà, et là-dessus, je tiens à préciser qu'effectivement, il n'y a pas eu de concertation sur cet aspect parking dans le cadre du relogement du campement des Chartreux, pour une raison très simple et que vous comprendrez tous, c'est que malheureusement, le nombre de sans-abri étant très important sur la métropole de Lyon et en France en général, il nous était aussi important d'avoir une relative discrétion de manière à pouvoir avoir une adéquation entre les logements disponibles pour l'hébergement d'urgence et pour le relogement pérenne ensuite, et donc avoir une capacité d'accueil qui soit égale et donc à ne pas créer un engorgement sur ce campement particulier au moment du relogement. Donc voilà pourquoi vous n'avez pas été consulté auparavant, c'est quelque chose que je pense que vous allez tous comprendre, et voilà pourquoi une fois que ce relogement est fait, on peut entamer un dialogue et entamer des discussions sur l'avenir de ce parking de manière plus claire et plus sereine. Merci beaucoup. Eh bien, on peut peut-être passer à la troisième partie de ce fait sur les perspectives et les prochaines étapes, puisque vous serez amené justement à vous prononcer. Donc ce soir, hein, c'est vraiment une réunion d'information, questions, échanges, pour pouvoir ensuite définir un cadre de la discussion, ce sur quoi on peut effectivement procéder à une concertation. Donc je redonne la parole à Jean-Christian Morin et je pense que Laurence Hugues nous a rejoint. Laurence Hugues qui est adjointe à la transition écologique et à la démocratie à la mairie du 1er arrondissement. Je te laisse la parole, Jean-Christian. Je vérifie que Laurence est là. Alors oui, ce que j'allais dire, si Laurence est là, on va lui laisser la parole parce que le premier point, effectivement, est d'avoir des perspectives sur la rénovation et l'extension du jardin des Chartreux. Et là-dessus, elle sera bien meilleure oratrice que moi et elle connaîtra beaucoup mieux ce sujet-là. Oui, bonsoir à vous. D'abord, toutes mes excuses pour ce retard et très heureuse de vous rejoindre à ce propos. Effectivement, la question de la rénovation, du réaménagement, voire de l'agrandissement du jardin des Chartreux, précédemment appelé Jardin des Poètes, est une question qui fait partie
de nos points forts, en tout cas des propositions vraiment fortes que nous voulons faire pour ce mandat. Nous attendons aujourd'hui des confirmations liées au budget pour l'ensemble de la mandature, mais effectivement, c'est une priorité. Donc ça, c'est un projet, s'il est bien confirmé, qui va s'inscrire, je dirais, dans le moyen terme. Pour à la fois redonner à ce jardin sa dimension patrimoniale, lui redonner du lustre, mais aussi améliorer les questions liées à la biodiversité. Là-dessus, on sait déjà que l'association des espèces par million, dont le siège est d'ailleurs dans ce jardin des Chartreux, on sait que cette association travaille fortement sur l'amélioration de la biodiversité dans le premier, grâce au partenariat qui est noué avec la mairie du premier. Mais donc à plus court terme, va pouvoir se poser très probablement la question de l'occupation temporaire, de l'aménagement relativement temporaire de l'espace libéré par les voitures. Donc là-dessus, comme le rappelait la maire, ce soir, nous sommes dans le cadre d'une réunion d'information sur les suites de l'évacuation et du relogement des personnes sur le parking Général Giraud. Mais nous allons ouvrir une phase de réflexion. C'est l'occasion ce soir d'ouvrir justement les prémices de cette réflexion pour entendre, recueillir les propositions qui peuvent être faites. Nous souhaitons clairement pouvoir débitumer une partie de l'espace pour pouvoir y faire des plantations. Mais pour ça, il faut aussi qu'on soit bien en phase avec les souhaits des habitantes et des habitants. Le conseil de quartier a commencé à réfléchir aussi à des usages qui seraient plutôt de l'ordre de parcours santé peut-être. Alors je ne veux pas parler à la place du conseil de quartier, mais c'est ce qu'on m'a dit, alors que malheureusement je ne pouvais pas assister à la dernière réunion et je m'en excuse. Donc la question aussi de l'aménagement peut-être qui pourrait être réfléchi avec les étudiants qui travaillent sur le design d'espace au lycée juste en face. Donc voilà, là on a une phase de réflexion qu'on souhaite amorcer avec vous pour des usages qui seront bien sûr dans un premier temps temporaires et ensuite la phase d'étude et de réflexion plus large sur le réaménagement et la possibilité d'agrandissement du jardin des Chartreux. Ça, c'est une phase à plus long terme sur laquelle, bien sûr, les habitantes et les habitants, le conseil de quartier, mais pas seulement, plus largement, sur lequel tout le monde sera à la fois saisi et impliqué. Voilà pour de mon côté. Alors, sauf s'il y a des orateurs qui veulent prendre la parole, Laurence, il y a une question dans le clavardage qui concerne le jardin des Rigolards. Je ne pense pas que ce soit exactement le sujet ce soir, mais on demande s'il sera maintenu. En tout cas, à ce stade, il n'y a aucun plan ni aucune volonté de ne pas le maintenir, mais voilà, on va avoir une réflexion générale sur le jardin. Et encore une fois, vraiment, là, je parle d'une intention, sur une intention de rénovation de ce jardin. Enfin, je pense que tout le monde, toutes les personnes qui vont s'y promener ou qui simplement le traversent, voient bien la nécessité de reprendre cet espace pour lui redonner aussi
un agrément destiné aux usagères et aux usagers, et puis renforcer les plantations, la qualité paysagère du site doit être renforcée. Il faut qu'on travaille aussi sur l'eau. La question de l'eau, c'est une question quand même compliquée pour l'accès à l'eau, et là-dessus, la mairie s'est battue pour que le campement ait accès à l'eau, mais il faut qu'on réfléchisse aussi à la thématique de l'eau de manière plus générale sur ce site, puisqu'il y a des fontaines qui ont été murées. Mais encore une fois, on est très, 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 très en amont du processus. Donc, pas d'inquiétude sur des suppressions ou des changements de fond, puisque de toute façon, et ça c'est la dimension patrimoniale du jardin qui le commande, ce sera alors non seulement bien sûr avec les habitants, mais aussi sous le regard très attentif de l'architecte des bâtiments de France, puisque le dessin du jardin doit être préservé. Donc, on a un certain nombre de contraintes, mais un site aussi avec beaucoup d'atouts qu'on peut vraiment mieux mettre en valeur. Merci beaucoup. Je vois dans le chat beaucoup de questions différentes. Alors, pas seulement sur le jardin, également sur les projets Cours Général Giraud. Donc, l'adjoint à la mobilité, Jean-Christian Morin, peut peut-être nous donner quelques éléments sur ce dont on rêve. On ne peut pas forcément vous donner des engagements pour l'instant, puisque ça dépend de budgets qui ne sont pas encore votés. Mais donc, sur ces aspects mobilité, je te laisse la parole. Oui, effectivement. Alors, il y a des questions sur quid d'une station Vélove vers l'arrêt du Roc. Je pense qu'effectivement, c'est une question qui se pose. On a eu beaucoup de constructions dans les dernières années. On en a même encore qui sont en cours et qui posent quelques petits problèmes d'étalement des chantiers et de sécurité de temps en temps, donc ils font l'objet de vigilance là-dessus. Donc effectivement, quels sont les relais qu'on veut avoir en termes de mobilité? Effectivement, pistes cyclables qui sont mentionnées dans le clavardage sur le cours Giraud. On sait tous qu'effectivement le cours Giraud, la rue de l'Annonciade, le cours Giraud, c'est l'itinéraire privilégié pour rejoindre en vélo la presqu'île et la Croix-Rousse, parce que c'est tout simplement la seule pente qui est accessible à des mollets de taille normale et qui, avec une largeur de voirie qui permet aussi de garder des distances et une séparation entre les flux voitures, les flux piétons et les flux vélos qui garantissent la sécurité de tous. Donc ça, c'est des choses effectivement qu'on va aborder au cours du mandat sur une recalibration si on obtient effectivement les budgets qui nous intéressent, qui vont être pris en compte. Je pense qu'à plus court terme, effectivement, il faut qu'on se saisisse tous collectivement et avec l'appui du Conseil de quartier Ouest, s'il veut bien s'en saisir, et en tout cas autour du Conseil de quartier Ouest, d'avoir une réflexion sur le stationnement dans l'ouest des Pentes. Comme je disais auparavant, c'est une grosse zone de stationnement avec plusieurs centaines de places disponibles, dont beaucoup, comme c'est gratuit, ne bougent pas beaucoup. Donc là-dessus, je pense qu'on a beaucoup de choses à échanger, beaucoup de choses à réfléchir sur des solutions alternatives là-dessus. Également, pour ce qui concerne stricto sensu le réaménagement du parking, on a un revêtement de sol et puis des protections des arbres qui n'ont pas été revus depuis plusieurs dizaines d'années et qui font que c'est difficilement même marchable. Donc voilà, il va falloir qu'on se saisisse rapidement sur un réaménagement et une réflexion sur le stationnement. Et si on peut aller plus loin en termes de mobilité, effectivement, de bien réfléchir à où on veut faire passer, dans quelles conditions on veut faire passer les piétons, parce qu'on a aussi le long du cours du Général Giraud, entre l'arrêt de bus de Rouville et l'entrée du lycée, un trottoir qui est
n'est pas aux normes, qui est beaucoup trop étroit. On a des normes aujourd'hui en France qui nous donnent une largeur de trottoir minimum entre 1,20 m et 1,40 m utile. Aujourd'hui, on en est loin sur cette zone-là, ce qui fait qu'on a pas mal de lycéens qui se retrouvent un peu à marcher sur la chaussée le matin, ce qui est évidemment pas satisfaisant. Donc voilà, d'avoir ces deux temporalités, une temporalité court terme de réflexion sur le stationnement et une remise en état primaire du parking, et dans un deuxième temps, sur un plan plus stratégique, une fois qu'on aura défini des budgets de réflexion, sur la gestion des mobilités le long de la rue de la Lanciade et du cours Général Giraud. Oui, Didier Lab du Conseil de quartier Ouest des Pentes. Donc, bien évidemment, le Conseil de quartier sera volontaire pour travailler sur ces questions-là. Hein. Vous le savez, puisqu'on a déjà souvent parlé lors de nos réunions. C'est des questions qui préoccupent beaucoup les habitants du quartier, que ce soit le stationnement, la vitesse de circulation, la mobilité, mais également la question du jardin des Chartreux. Simplement, il faudra nous expliquer ce que vous attendez de nous et puis quel est le cadre un peu de cette réflexion. Je ne sais pas si vous allez y venir après, mais en gros, comment vont s'exprimer les opinions sur ces projets, à travers quel canal, et puis encore une fois, quel cadrage vous donnez à cette réflexion. On ne peut pas réfléchir comme ça dans le vague, dans le flou et sans borne. Vous savez comme on est, hein, on a besoin d'être cadré. Oui, tout à fait. Et je pense que ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'effectivement qu'on organise très rapidement une rencontre entre le bureau du conseil de quartier avec nous pour justement réfléchir au meilleur cadre à donner sur ces réflexions court terme et moyen terme. Donc ça, je pense qu'on va le faire dans les quelques jours ou semaines qui viennent. Et par ailleurs, je me permets de rappeler qu'on a donc là lancé un travail de réflexion avec les 3 conseils de quartier pour qu'effectivement, ensemble, on puisse dresser des feuilles de route, des orientations ensemble, et du coup, travailler bien effectivement à la fois sur les attendus, les possibilités, les champs d'action, etc. Donc, tout à fait, on va faire ça ensemble aussi. Mais cette première réunion, c'était quand même un préalable pour donner l'information. Nous, on attend des éléments aussi de la part des services pour savoir ce qu'il est possible de faire avant de pouvoir lancer une consultation. Comme vous l'avez dit, hein, c'est nécessaire de bien connaître le cadre, à la fois en termes de budget, de faisabilité pratique, etc. J'ai vu dans le chat une question sur le belvédère au niveau de l'arrêt de bus du Roc. Alors, je ne sais pas si le point cité était vraiment au niveau de l'arrêt du bus lui-même ou au niveau de la jonction de cours Général Giraud et de la rue du Roc et de la montée de la Butte. Mais voilà, on a besoin d'avoir vos suggestions, elles sont très intéressantes. On a besoin d'avoir des éléments précis parce que il y a des endroits où là, par exemple, c'est une zone de balme. Faire un jardin partagé, ça peut être complexe à cause de l'instabilité éventuelle du sol. Et donc, on a des questions techniques comme ça à étudier avant de savoir ce qu'il est possible de faire et ce sur quoi peut porter une consultation. Mais dans l'absolu, reconquérir de l'espace public pour le végétal, c'est tout à fait les orientations vers lesquelles on veut aller, hein, pour à la fois plus de nature en ville et aussi un cadre de vie plus convivial. Donc, on est prêt à regarder toutes les propositions et à solliciter les services pour voir quelle est la faisabilité et ensuite revenir vers vous pour avoir un cadre d'échange sur la définition précise des projets. Il y a une autre question auquel je vais me permettre de répondre qui concerne le nettoyage du parking. Qui le fait? Alors, il y a deux moitiés qui se complètent. Le nettoyage du parking est réalisé par les services de nettoiement de la métropole. Donc, c'est la métropole qui, comme le reste de la voie publique, donc toutes les balayeuses, tous les personnels que vous voyez dans la rue pour réaliser le nettoiement, font partie de la métropole. Par contre, dès qu'on est de l'autre côté de la barrière, à l'intérieur du jardin lui-même,
ce sont les services des espaces verts de la mairie de Lyon qui s'occupent du nettoyage des espaces verts. Sachant qu'effectivement, tout au cours des dernières années, l'état du jardin qui était utilisé comme toilette par les habitants du campement faisait que ce nettoyage directement par les employés de la mairie du service des espaces verts n'était plus réalisé de la manière dont on souhaitait qu'il se fasse. Donc il va y avoir là aussi une remise à niveau, une remise à jour, un nettoyage in extenso du jardin pour pouvoir revenir dans une situation normale de nettoiement côté parking et côté jardin. Merci beaucoup. Et alors, il y a beaucoup de questions dans le chat. N'hésitez pas à les poser à l'oral parce que ce n'est pas forcément facile de tout voir dans le déroulé. Moi, j'aimerais savoir, bonjour, je suis sur le cours général Giraud, j'aimerais savoir quelles échéances on se donne parce qu'on n'a pas vu de planning et de rétro-planning. Quelle échéance vous allez avoir là sur la première phase d'aménagement, puis les consultations voilà, quelle échéance on se donne sur le passage éventuellement à un parking payant quel est votre objectif? Alors, je vais répondre à la question sur le parking payant et sur la mobilité, et je laisserai Laurence répondre sur la partie aménagement nature en ville. Sur le parking payant, il va falloir qu'on avance rapidement là-dessus sur des discussions de principe pour pouvoir demander aux services de la ville, donc service de la mobilité urbaine, d'engager les études. Si c'est quelque chose qu'on souhaite faire, d'engager les études. Alors, engager les études, c'est quelques mois, qui nous permettrait, de manière un petit peu optimiste, mais d'avoir une mise en place du stationnement payant qui pourrait commencer en 3e ou 4e trimestre de cette année. Donc, il faut vraiment qu'on engage la discussion là-dessus, de manière à avoir les études et ensuite à avoir le matériel pour ensuite prendre les arrêtés de stationnement pour passer en stationnement payant. Donc voilà, l'horizon pour le passage en stationnement payant, c'est si tout va bien et qu'on a tout en place et tout validé, c'est quelque chose qui peut se faire sous un horizon d'1 an. Mais juste pour être très concret et transparent avec vous tous, on a un souci matériel de pénurie de parcs-mètres, et donc ce n'est pas forcément évident de passer rapidement à du stationnement payant. Ça nécessite aussi des arbitrages au niveau de l'ensemble de la ville pour déterminer au niveau de la ville quelles sont les zones qui vont être prioritaires pour le passage en stationnement payant. Et c'est aussi pour ça qu'on ne peut pas forcément décider au niveau de l'arrondissement du calendrier de ces nouvelles mesures. En attendant, juste une petite remarque sur le stationnement. Je ne sais pas s'il serait possible de le marquer au sol, le stationnement, de manière à éviter qu'il soit un peu dans tous les sens. D'autant plus qu'à certains endroits, il n'est pas possible de garer un break ou une camionnette. Donc, ça pose quand même situation, parce que du coup, certains véhicules se remettent en long. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Et puis, deuxième chose, dans les projets, il faudra faire attention quand même à préserver un espace de protection pour les piétons. Parce que si vous regardez les blocs de béton qui ont été mis actuellement, quand les véhicules circulent sur le parking, c'est le seul endroit où le piéton est à l'abri. Alors, beaucoup de très bonnes remarques et de difficultés. On va rediscuter d'un marquage au sol avec les services de la métropole et les services de la ville, qui étaient, lorsqu'on leur a posé la question, assez réticents, en nous disant « mais vous avez vu l'état du revêtement de sol, ça ne sert à rien de mettre de la peinture là-dessus, au bout de 3 mois, tout sera parti ». Ce qui est, je pense, très très vrai. Et pour autant, à très court terme, on n'a pas forcément envie de réinvestir dans un enrobé tout neuf sur ce parking, en tout cas dans l'immédiat, tant que les projets
un tout petit peu plus long terme éventuel d'extension du jardin des Chartreux ne seront pas tranchés. Et, pour mettre un enrobé aujourd'hui pour l'enlever dans 2 ans, ce n'est pas forcément quelque chose effectivement qu'on souhaite faire. Donc on va reposer la question du marquage au sol et éventuellement trouver des solutions peut-être de plus court terme et moins pérennes qui pourraient être proposées. On a des exemples dans les marquages au sol qu'on a fait devant l'école Robert Doisneau de choses qui étaient censées être très temporaires et qui, 6 mois après, malgré les intempéries, sont encore présentes. Donc on va se poser cette question-là. La question de la circulation des piétons, ce que vous signalez, en fait, souligne un des problèmes de ce parking. Et quand on aura des ambitions plus grandes sur ce parking, il faudra qu'on se saisisse de ce problème. En fait, la largeur de ce parking, sur la plupart de sa longueur, est pas compatible avec passage piéton et parking automobile. Voilà, donc si on respecte la norme, on va avoir des difficultés là-dessus. Donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'une révision, encore une fois, qui peut être assez coûteuse, et donc sur lesquelles on va attendre des arbitrages budgétaires, de révision de la voirie tout le long du cours du Général Giraud, de manière à pouvoir créer des trottoirs, des pistes cyclables et des pistes de circulation et un parking avec des flux qui soient séparés. Aujourd'hui, en droit et dans la norme, d'avoir un flux piéton qui passe dans un parking, ça ne fait pas partie des choses qui sont autorisées. Donc, si on fait des travaux là-dessus et qu'après ces travaux-là, il y a un accident, c'est quelque chose qui pourra nous être reproché, à juste titre, d'ailleurs, parce qu'on n'aura pas fait des aménagements qui sont conformes aux recommandations éditées par le ministère, enfin qui sont plus que des recommandations, qui sont des impératifs là-dessus. Donc ça, c'est quelque chose qui, dans le projet, j'allais dire, stratégique, devra faire l'objet d'une réflexion très fine, de manière effectivement à avoir des flux piétons, des flux voitures qui soient strictement séparés et qui garantissent la sécurité de tous. Moi, je voudrais juste dire quelque chose sur l'espace en fait qui aujourd'hui est utilisé en tant que parking. Là, l'enjeu aussi, c'est bien évidemment de le regarder peut-être un peu autrement et de voir effectivement comment il peut accueillir d'autres usages que celui-ci, cet usage de parking qui finalement l'a monopolisé d'une certaine manière pour cet usage-là, rendant les circulations piétonnes faisables dans l'allée centrale, mais de manière, avec une prise en compte quand même, entre guillemets, à la marge, même si c'était central. Donc, c'est intéressant aussi de prendre ce temps pour regarder cet espace qui a une forme assez particulière finalement, regarder quelles zones seront éventuellement complètement libérées des voitures ou pas, et comment les différents usages peuvent s'articuler sur cette bande qui se retrouve entre le jardin et la voirie. Et donc, c'est intéressant de le regarder, d'essayer d'avoir un autre point de vue aussi spatial sur cet espace, en prenant bien en compte, évidemment, la nécessité des différents usages. Alors, comme M. Lefebvre m'interpelle directement, là, je vois, quant à la densité de population et l'absence de stationnement, je pense qu'effectivement, comme l'a dit mon collègue Jean-Christian Morin, on a besoin d'une réflexion globale sur les questions de stationnement au niveau de l'arrondissement et au niveau de Lyon, parce qu'on a besoin aussi d'espace de respiration et on ne règle pas tous les problèmes de stationnement sur un seul site, mais bien avoir une réflexion globale. Et
dans cet endroit-là, on a la chance d'avoir effectivement le jardin qu'on va pouvoir réaménager. Mais voilà, moi je pense que c'est intéressant qu'on puisse réfléchir ensemble sur les différentes fonctions aussi qui semblent les plus importantes sur cet espace. Alors, j'ai une question par conséquent, excusez-moi, mais est-ce que l'esplanade de la place Rouville est inclus dans le projet puisque là, on parle du parking, donc le parti amont, à partir du cours général Giraud, mais qu'en est-il de la place Rouville? Est-ce que cet espace-là est voué à être modifié dans le cadre du projet ou est-ce qu'elle est maintenue en l'état? Alors, je vais répondre en deux parties. C'est-à-dire que, pour ce qui concerne la rénovation et la possible extension du jardin des Chartreux, la place Rouville ne sera impactée qu'à la marge. Par contre, si effectivement nous pouvons et nous avons les moyens de revoir effectivement la voirie le long de la rue de l'Annonciade et du cours Giraud, comme j'ai pu le mentionner auparavant, bien évidemment, la place Rouville fera partie de cette zone qui sera revue, avec aussi, là aussi, des perspectives qui peuvent être intéressantes en termes de végétalisation et en termes d'apaisement. Oui, absolument, parce qu'elle est aujourd'hui très minérale et il n'y a pas d'utilité à ce qu'elle le soit puisqu'on n'a pas de parking dessus et la route, effectivement, qui longe l'esplanade est très large. Ouais, il y a des choses à faire là-dessus aussi, oui. Sans forcément modifier les usages pour le coup. Alors juste là-dessus, attention malgré tout, hein, puisque effectivement il y a des choses qui peuvent être faites, y compris de l'autre côté de la place Rouville sur les pentes de la place Rouville, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a déjà une végétalisation de prairies, de type prairie, hein, qui était bien agréable pendant le confinement notamment. Mais après, il faut qu'on réfléchisse il faut absolument qu'on arrive à planter plus d'arbres, notamment sur cette zone. Maintenant, dans le premier arrondissement, on a vraiment des contraintes fortes liées au Balme. Et la place Rouville, c'est un belvédère qui, on le voit bien, puisqu'il nous offre comme ça une vue magnifique sur Lyon et jusqu'aux Alpes quand la météo s'y prête. On ne peut pas forcément, on n'a pas la même liberté d'aménagement que sur d'autres sites, hein. On a quand même des contraintes techniques fortes, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y travailler et s'intéresser à ce qu'on peut faire, voilà. Mais y compris en termes d'aspect minéral de cette place. Merci. Bonjour. J'ai l'impression, en tant qu'habitant, et quand j'écoute, c'est qu'il y a une espèce de dialogue qui va être compliqué entre des habitants qui essayent au maximum de ne pas prendre leur voiture, mais soit qui ont besoin d'une voiture pour le week-end ou envie d'une voiture pour le week-end, les vacances, etc., et qui ne l'utilisent pas la semaine parce qu'ils font du vélo, du bus, etc., et donc qui restent 1 ou 2 semaines sans se déplacer pour des raisons écologiques aussi, pour ne pas utiliser tous les jours. Des habitants qui l'utilisent tous les jours pour des raisons X ou Y parce qu'ils ne peuvent pas ou ne veulent pas utiliser leur véhicule, et la volonté de beaucoup de gens d'agrandir l'espace agréable et diversifié pour toute la famille. Et je pense que ça va être hyper délicat et il va falloir qu'on s'affronte, parce que là, aujourd'hui, j'ai un peu l'impression qu'on parle en répondant à côté, en disant oui, il n'y a pas assez de place de parking, oui, mais il faut des usages. Ça va être difficile, hein. Ça va être difficile et là-dessus, moi, je regarde ça quand même avec pas mal d'optimisme. Et on aura une discussion vraiment dédiée au stationnement, ce qui n'est pas le but ce soir, hein. Mais il y a énormément de choses à dire sur le stationnement. Donc, je pense que la prochaine réunion qu'on aura, je pense malheureusement par Zoom, si c'est dans les prochaines semaines, sera effectivement dédiée au stationnement pour échanger de l'information là-dessus. Mais il existe, voilà, moi, je rencontrais par exemple encore les gens, le Lyon Parc Auto, LPA, semaine dernière pour discuter autopartage. On a beaucoup de choses à mettre en place pour permettre de diminuer la place de la voiture sans impacter la capacité des gens à se déplacer comme ils le veulent. C'est-à-dire qu'on a effectivement un rôle d'incitation
pour aller vers le vélo, pour aller vers la marche à pied, pour aller vers les transports en commun, mais on a aussi un rôle d'incitation pour avoir moins de voitures, pour autant de déplacements en voiture pour les gens qui ne peuvent pas s'en passer. Donc là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de très bonnes idées qui sont en cours, notamment vis-à-vis de l'autopartage. Et on va essayer de faire progresser cette pratique-là le long des pentes. Aujourd'hui, elle est effectivement présente uniquement place des Terreaux, place Satonnet et au parking du Gros Caillou, mais on a beaucoup d'autres endroits dans lesquels ça pourrait s'implanter. Donc voilà, ça va vraiment être un mix de différentes solutions pour inciter effectivement à se déplacer vers d'autres mobilités ou vers d'autres pratiques de la mobilité et de manière effectivement à accompagner ce mouvement-là. Donc, comme vous dites, ça va être un dialogue qui va être riche. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte là-dessus et qu'on va essayer d'organiser très rapidement. Mais moi, je le prends avec beaucoup d'optimisme parce que les évolutions sont déjà en cours. Hein, on a une pente depuis une quinzaine d'années, par exemple, sur le premier arrondissement. Le taux d'équipement des ménages en voiture baisse de 1% par an. Voilà, on a atteint un peu un maximum de la voiture dans le premier arrondissement un peu après l'an 2000 et qui depuis baisse d'année en année sans que ça ait été une vraie volonté des mandatures précédentes d'accompagner ce mouvement-là. Donc nous, on va vouloir l'accompagner de manière à ce qu'on puisse passer de 1%, peut-être à 2 ou 3% par an de baisse. Mais en tout cas, également pour que les habitants puissent avoir le choix de leur mobilité, mais sans forcément avoir leur propre voiture là-dessus. Donc voilà, ça va être un dialogue dynamique, mais il y a énormément de choses à voir et beaucoup de solutions à mettre en place. Oui, pour rebondir là-dessus, je pense qu'effectivement, il peut y avoir à l'occasion des débats, mais je ne pense pas qu'on va s'affronter sur ces sujets, même si les points de vue sur quelle doit être la destination de tel espace comme lieu de stationnement, lieu de promenade piétonne ou lieu ou autre, ça peut susciter des divergences, mais je pense que on est capable ensemble aussi de s'accorder sur un constat que la ville est plus agréable lorsque les espaces sont communs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas appropriés par des véhicules individuels, par exemple, qui peuvent entraver des circulations piétonnes, entraver l'accès à tel ou tel espace. Et ça, on peut se mettre d'accord, effectivement, quand on arrive à trouver des alternatives en termes de choix de mobilité, de passer à un autre type de mobilité, que ce soit la marche à pied, le vélo, transport en commun. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément possible pour toutes les personnes suivant leur état de santé ou toutes les destinations. Tous les lieux ne sont pas forcément raccordés. Et là, ce serait changer les usages, passer de l'idée que la voiture n'est forcément que de la propriété individuelle à l'idée que ce dont on a besoin, c'est l'usage d'un véhicule à tel ou tel moment. Et donc, on travaille effectivement à développer cet autopartage. Je vois des propositions là dans le chat d'avoir des lieux de stationnement de véhicules d'autopartage. Et c'est dans ces orientations-là qu'on travaille parce que de toute façon, les ressources pour produire des véhicules individuels sont limitées, même si ce sont des véhicules moins polluants en émissions, on ne pourra pas en produire pour chaque individu. Donc ça, c'est vraiment une donnée des limites de fait dans lesquelles on vit. Et donc, nous, notre travail aussi, ça va être de produire des alternatives pour qu'on puisse bien vivre dans ces limites-là. J'ai une question peut-être plus pour Madame Hugues, mais aussi pour changer un peu de sujet. Les platanes qui sont sur ce parking, en fait, au moment où on a enlevé ces voitures, ça a dévoilé en fait leur état phytosanitaire, plus ou moins. On voit les troncs sur les troncs à la hauteur des pare-chocs. Il y a beaucoup de blessures, des boursouflures. Je voulais savoir s'il y a un suivi sur leur état phytosanitaire.
Merci. Alors, effectivement, de manière générale, les arbres qui ne peuvent pas, comme nous le savons, se déplacer, souvent font l'objet de collisions, en tout cas sont heurtés, sont blessés, et c'est le cas sur ce site, mais c'est le cas dans bien d'autres endroits. Les arbres sont souvent abîmés à cause de véhicules, enfin surtout à cause de conducteurs qui ne prêtent pas assez attention à nos amis et nos voisins les arbres. Pour vous rassurer de manière globale, il y a un suivi extrêmement rigoureux de l'état phytosanitaire des arbres à Lyon, et notamment dans le premier arrondissement, pour des questions de sécurité, évidemment. Les platanes, on le sait aussi, ils font l'objet d'attaques de champignons, etc. Donc, on n'a pas à ma connaissance aujourd'hui, on n'a pas de rapport alarmant sur l'état de ces arbres, mais ils sont fortement, ils sont suivis, comme les autres arbres de l'arrondissement, ce qui fait que malheureusement aussi, parfois, il y a avec beaucoup de tristesse sur certains sites, les services doivent procéder à des abattages. Mais c'est la raison aussi pour laquelle, place Sathonay, par exemple, nous avons fait le choix à l'occasion de la rénovation de la place, du changement du revêtement qui était très abîmé. Nous avons, en concertation avec les services de la métropole, pu aménager le pied des arbres de manière à ce qu'ils ne soient pas complètement engoncés dans ce revêtement qui empêche le développement racinaire, mais qu'ils puissent avoir un peu plus d'espace en espérant qu'ils ne s'en portent que mieux. De fait, le bitume autour des arbres, on peut s'en douter, sans avoir fait d'études poussées en la matière. Le bitume, ce n'est pas le meilleur contexte, le meilleur milieu pour les arbres. Donc, c'est vrai qu'en débitumant aussi, on leur redonne des chances pour être en meilleure santé et continuer à se développer. Merci, j'en profite pour dire qu'effectivement, au fil des années précédentes, il y a un certain nombre de platanes qui ont dû être abattus. On voit les souches sur le parking. On le voit également sur le boulevard de la Croix-Rousse, et pour les mêmes raisons. Le fait que les trottoirs soient stationnés, ça provoque aussi une agression des arbres et une très forte détérioration de leur état sanitaire. Et donc on doit veiller, vu que notre objectif, c'est d'améliorer le patrimoine arboré, de l'augmenter. Donc, on doit veiller aussi à celui qui est déjà là et essayer d'améliorer son état. Je pense qu'on va s'approcher de la conclusion. On avait prévu une réunion qui durait jusqu'à 19h30. On est un petit peu au-delà de l'horaire prévu. Il y a une question, un clavardage qui concerne le stationnement sur le boulevard et le parking de la Croix-Rousse. Oui, on va envisager une réunion et des actions sur ce sujet-là. Ce n'est pas l'objet ce soir, mais oui, c'est clairement identifié comme étant un problème pour les riverains, et pour les riverains qui se garent et pour les riverains qui ne peuvent pas sortir de chez eux ou pas déambuler sur les trottoirs. C'est un problème pour les deux. Donc, on va avoir cette discussion-là. Je pense qu'il sera une discussion qui sera aussi couplée effectivement avec les discussions sur l'établissement d'un parking payant sur l'ouest de l'arrondissement ou pas. Je pense que ça va faire passer les choses. Donc voilà, on ne va pas oublier ce sujet-là. Peut-être, avant qu'on conclue, peut-être s'il reste une ou deux questions des orateurs, des participants à cette réunion ce soir. Oui, bonsoir. Alexandre Buivant, certains d'entre vous me connaissent. Voilà, on avait une question justement concernant l'échéance, justement que vous proposez par rapport à la rénovation justement de ce parking, et sur
Et concernant, est-ce que ça concerne la totalité du parking ou juste une partie, justement? Merci à vous. Alors, ça concernera la totalité du parking, parce qu'aujourd'hui, on a eu un campement qui s'est étendu des premières places à proximité de la place Rouville, quasiment en face du gymnase, hein, quasiment à la station du Roc. Donc, il sera difficile de se dire que ça ne se reproduira pas. Et les problèmes qu'on rencontre, hein, que ce soit des arbres, de stationnement, de circulation là-dessus, concernent aussi bien la partie nord que la partie sud du parking. Donc on est vraiment sur la totalité du parking sur lequel on a besoin de réfléchir et d'agir. Oui, bonsoir. Je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend. Oui, j'avais une question. J'ai suivi un petit peu tous les échanges par rapport à justement l'ambition. Alors, j'ai bien compris qu'il y avait une première phase un peu d'urgence par rapport à ce parking. Et sur l'ambition à long terme, sur tout cet espace qui est à la fois très longitudinal, assez monotone, et en même temps qui a un des points de vue de Lyon qui est un des plus beaux. Est-ce qu'il y a vraiment une réflexion qui va être menée entre la façade très minérale du lycée qui est sur la partie, les parties construites, jusque vraiment sur le jardin, là où on a la vue sur Lyon, pour avoir vraiment cette réflexion de transition entre des espaces bâtis et un espace de jardin qui est tout au bout, donc à la fois sur les mobilités, sur la circulation, sur la largeur de voirie notamment, qui est un vrai problème. Moi, j'y passe tous les jours et je vois les voitures, la vitesse de circulation des voitures, c'est un vrai problème à cet endroit. Et en même temps, en tant que piéton, c'est assez monotone aussi. Donc en fait, je trouve que c'est un endroit très chouette et en même temps très monotone et très linéaire. Donc, parce que j'entends beaucoup parler de parking, mais est-ce que justement la notion du stationnement sera intégrée à la globalité d'un projet qui soit à la fois paysager, urbain, voilà, dans sa globalité? Merci. Alors, je vais faire un petit peu une réponse de Normand et vous m'en excuserez, mais on ne possède pas encore toutes les clés sur ce sujet. Il va y avoir un premier projet qui est la rénovation du jardin des Chartreux, donc vraiment la partie jardin et sa possible extension, et qui là a l'air plutôt très bien engagé. Laurent Hug me corrigera si je fais un petit excès d'optimisme. Et ensuite, il y a un projet qui est lié vraiment à l'aménagement, j'allais dire, de tout l'espace entre la façade du lycée et la clôture du jardin, et qui là, pour l'instant, ne fait pas encore l'objet d'arbitrage, parce que vous imaginez bien que c'est un projet assez coûteux, assez ambitieux. Hein, dès qu'on reprend des profils de voirie, c'est tout de suite des coûts importants. Et aujourd'hui, on est encore dans les questions d'arbitrage entre les différents projets qu'on peut avoir dans l'arrondissement, dans la ville et dans la métropole, avec beaucoup de situations prioritaires ou très prioritaires. Donc là-dessus, on aura une meilleure visibilité au deuxième trimestre de cette année sur ce projet plus ambitieux. Mais en ce qui concerne effectivement la partie jardin, on devrait pouvoir avoir des grands... Oui, là, j'aimerais beaucoup. En fait, on va très vite savoir déjà si effectivement, budgétairement, on peut engager ce réaménagement. Là-dessus, on peut être assez optimiste. Mais en revanche, ensuite, ça va prendre du temps. Hein. Réaménager un jardin, c'est assez long. Donc, pour partager avec vous un peu les échéances, hein, parce que, comme vous l'imaginez, ça ne se fait pas sur les budgets de l'arrondissement. Donc, la partie réaménagement du jardin, c'est quelque chose qu'on demande à la programmation des investissements de la ville. C'est la programmation pour le mandat des gros investissements qui se font au niveau de la ville de Lyon. C'est quelque chose qui est en cours d'arbitrage. On est optimiste parce que le projet est vu favorablement, mais on n'a pas encore la décision finale. Cette programmation pluriannuelle, elle est votée en conseil municipal au mois de mars. Et donc, c'est au mois de mars qu'on saura si on a l'enveloppe budgétaire pour le réaménagement du jardin. Ensuite, il y a un certain nombre d'études qui doivent être faites, qui peuvent être plus ou moins longues. Notamment, on vous l'a dit, il y a des problèmes techniques liés au BALM qui impactent très fortement les coûts et le déroulé
des travaux. Et un troisième point, c'est que plusieurs remarques ont été faites, elles sont très justes, hein, sur des propositions concernant l'aménagement de la voirie. Ça, l'aménagement de la voirie, ça se fait sur un budget de la métropole, donc c'est la programmation pluriannuelle des investissements de la métropole. Et pour l'instant, on ne sait pas si on va faire d'abord ce projet. On a d'autres projets aussi qui sont très importants en matière de voirie au niveau de l'arrondissement. On vous a parlé du boulevard de la Croix-Rousse. Il y a un certain nombre d'autres projets. On ne sait pas encore, on n'a pas encore de calendrier à vous donner sur ces réaménagements-là. Ce qui est important, et vous le voyez, c'est qu'on souhaite partager l'information d'emblée avec vous, hein, de vous donner les différents éléments d'information sur où on en est actuellement, pour que les habitantes et les habitants soient associés dès le début, puissent nous faire part de leurs propositions avant même que les projets soient véritablement des projets partageables. Hein. Pour l'instant, on n'a pas de plan, on n'a pas de données précises sur le contenu des projets, mais voilà, cette réunion, elle est en amont pour vous donner des informations sur l'état des lieux, l'état de la situation. Et on fera au printemps une autre réunion ou un autre temps d'information dès qu'on aura davantage d'éléments pour savoir comment on avance par la suite. C'est-à-dire quand on aura, savoir si à cette date-là, on aura les éléments nécessaires pour vraiment engager une concertation sur le devenir du lieu, ou si ce sera un point d'étape pour la suite. Voilà. Je pense que le meilleur pour avoir les informations, c'est effectivement d'être bien en lien avec le conseil de quartier. Pour tout ce qui est réunion publique, on passe l'information par la lettre d'information, lettre électronique d'information de la mairie. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, qui est une lettre à peu près hebdomadaire. Et voilà, on essaye de passer également sur la page Facebook par les différents canaux d'information possibles. J'ai une dernière question. Est-ce que c'est possible de parler? Oui, on va devoir lever la séance rapidement, d'autant plus qu'il y a le couvre-feu et je suis toujours à la mairie. Juste une toute petite question. Vous parlez de projet d'aménagement du jardin qui a donc dû être budgété. Il y a eu un budget prévisionnel, j'imagine. Et ce budget prévisionnel, il doit bien être basé sur des aménagements que vous avez prévus. Donc, je ne comprends pas pourquoi vous ne nous parlez pas de quel est ce projet d'aménagement du jardin. Mais si je peux juste vous dire, vraiment, il n'y a aucun secret, rien n'est caché. Pour la programmation pluriannuelle, les services en fait font des estimations, hein, parce qu'ils voient en fonction des surfaces, etc., ils peuvent dégager des enveloppes. Aujourd'hui, il n'y a aucune étude qui a été ne serait-ce que vue, hein, de notre côté. Donc, il n'y a pas... Aujourd'hui, c'est une intention, hein, de réaménagement, c'est une intention pour redonner à ce jardin toute sa beauté, son agrément et puis aussi ses qualités écosystémiques. Il n'y a pas d'études, il n'y a pas de plan, avait été lancé sur la mandature précédente un projet de rénovation de l'aire de jeu, hein, c'est quelque chose qui avait été déjà lancé, mais sur l'entièreté du jardin, aujourd'hui, encore une fois, vraiment, il n'y a pas de projet, il y a une intention de projet, et dès que nous avons les feux verts et avec le calendrier des services, parce que à la DEV, donc les services des espaces verts, vous imaginez bien qu'il y a aussi... eux, ils s'occupent aussi, quand il s'agit de travailler sur des chantiers d'ampleur comme cela, ils sont sur toute la ville de Lyon. Donc, il y a aussi un calendrier, en fait, général, dans lequel ce réaménagement va s'inscrire. Mais très sincèrement, aujourd'hui, je ne peux pas non plus vous donner d'éléments de calendrier plus précis, puisqu'encore une fois, nous attendons ces arbitrages. Et dès que nous avons des éléments de calendrier pour le projet du réaménagement du jardin en tant que tel, bien sûr, nous reviendrons vers les habitantes et les habitants, notamment au travers du conseil
de quartier pour voilà, aussi entendre les besoins, les envies, etc. Sachant que de toute façon, le projet de jardin, enfin le réaménagement de ce jardin patrimonial sera aussi très encadré par des questions. Enfin, il y a la dimension patrimoniale fait qu'il est très protégé aussi. Hein. Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir non plus de réaménagement de fond en comble. Hein. Mais voilà, encore une fois, vraiment pas d'inquiétude, il n'y a pas de projet caché, il y a cette intention. Et ensuite, sur ce qui pourrait relever d'une occupation temporaire sur la bande longitudinale du parking, on espère bien pouvoir revenir vers vous. Voilà, moi je dirais dans le premier semestre. Hein. Alors ça paraît très long, nous aussi, ça peut nous paraître très long, mais il y a encore, comme c'était dit précédemment par la maire notamment, un certain nombre de calages que nous devons faire avec les services techniques pour ne pas... on n'est pas non plus sur une feuille blanche. Hein. Voilà, il y a des contraintes, on doit en tenir compte, etc. Donc, pour bien construire les choses ensemble. Voilà. Bien, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Donc, rendez-vous jeudi pour les vœux et pour la suite, on reste bien sûr en contact. Vous avez tous les liens qui s'affichent, le numéro de téléphone, le lien, l'adresse mail, le lien vers le site de la mairie. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Merci beaucoup. Vous n'avez pas suffisamment parlé de la sécurité. Alors, il y a un autre sujet, sécurité. Si vous... La sécurité est primordiale. Alors, et il est étonnant que dans cette zone, il n'y ait jamais eu d'accident mortel. Vous voulez dire la sécurité par rapport à la circulation? Ah oui. Oui. Alors oui, c'est tout à fait une question qui a été... Le vélo, c'est très important, ça. C'est le numéro 1, la sécurité. Mais on en a parlé. Voilà, on a abordé le fait qu'on avait besoin de protéger les circulations. Oui, tout à fait. mais c'est le numéro 1, c'est le premier problème à résoudre. Tout à fait. Tout à fait. C'est bien noté. Merci beaucoup. Et la prochaine fois, mettez tous les participants en copie cachée parce que pour les RGPD, c'est pas top d'avoir les adresses mail de tout le monde. Hein. Merci, bonne soirée. Ok, ouais, c'est bien noté. Ouais. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.